Bonjour à tous. Voilà, pour des questions d'enregistrement, je recommanderais à, à tous de couper leur micro et de poser des questions éventuellement en utilisant l'icône de main levée. Alors, bonjour à tous et tous nos vœux, donc tous les vœux de l'équipe organisatrice. Aujourd'hui, nous abordons la question de la psychanalyse par le biais de l'œuvre de Jean Laplanche. J'ai plaisir à passer la parole à Hélène Tessier et d'abord à Patrick Juignet, qui est professeur d'épistémologie et animateur du site Philosciences, dont le nom même atteste le projet. Voilà. Voilà, donc le rôle est de présenter Hélène d'abord, je pense. Donc Hélène Tessier est professeure émérite à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Son enseignement a porté principalement sur l'éthique en situation de conflit. Ses études ont d'abord été orientées vers le droit. Elle a été avocate pendant plus de 20 ans. C'est seulement ensuite qu'elle s'est orientée vers la psychanalyse. Elle a suivi une formation à l'Institut canadien de psychanalyse et est devenue membre de la Société canadienne de psychanalyse et donc de l'Association psychanalytique internationale à partir de l'an 2000. Ensuite, elle a pratiqué comme psychothérapeute, admise à l'Ordre des psychologues du Québec à partir d'octobre 2013. Ses travaux en psychanalyse sont indissociables de l'interdisciplinarité. Elle s'est penchée sur l'épistémologie et plus particulièrement sur les conséquences éthiques des choix épistémologiques. L'œuvre de Jean Laplanche a retenu son attention. Elle y a consacré de nombreux ouvrages. Je citerai le narcissisme et sexuel dans l'œuvre de Laplanche, Rationalisme et émancipation en psychanalyse, relève de la planche. Donc, voici le livre ici. Psychanalyse et théorie du sens, Jean Laplanche et la sémiotique. Donc, on sait que Laplanche s'est inspiré pas mal de la question des signifiants et du message. Et le dernier titre paru, c'est un vocabulaire de Laplanche, dont elle a dirigé la publication, qui est un livre collectif. Alors, ce soir va nous parler principalement de l'épistémologie de l'engin. Oui, alors il y a un Ah, problème de micro. Tout à l'heure, si ça marchait, vous oui, m'en là, ça marche. Voilà, rapprochez, c'est mieux. Un c'est peu mieux. mieux. Donc, je dis que ce soir, Hélène va nous parler principalement de l'épistémologie dans l'œuvre de Jean Laplanche et de son orientation rationnelle. Pour Laplanche, la vérité constitue une exigence de la pensée scientifique. Mais une vérité scientifique est une vérité particulière. C'est pas comme une vérité en droit ou en morale. Une vérité scientifique doit satisfaire à des critères de cohérence interne et externe à la discipline. Elle ne doit pas constituer une affirmation dogmatique, ni susciter l'adhésion par un choix ou la seule emprise affective ou esthétique du propos. Elle requiert la possibilité d'un examen critique et doit être démontrée. Tout aspect qui sont évidemment assez chers à notre groupe de la reconstruction, la scientificité dans les sciences humaines, de la culture. Et sur ce, eh ben, je laisse la parole à Hélène pour ce propos qui va être à coup sûr très intéressant pour nous. Merci beaucoup, Patrick. Je l'espère que le propos sera intéressant pour vous. J'avais, pour ma part, quelques hésitations à parler de psychanalyse dans un séminaire sur la reconstruction. La discipline, dans son état actuel, ne me paraissant pas comme étant une discipline qui pourrait
bon, être classé parmi les disciplines de la reconstruction, mais c'est probablement le cas de toutes les disciplines, puisque ce sont les orientations épistémologiques de chaque auteur qui peuvent en faire ou non des pensées compatibles. Alors, c'est pourquoi je vais vous parler de l'œuvre de Jean Laplanche, qui est un psychanalyste bon, je vais vous donner quelques repères chronologiques tout à l'heure, mais vous allez peut-être, je voudrais expliquer d'emblée pourquoi je n'ai pas choisi Freud, parce que souvent, évidemment, Freud est non seulement c'est le fondateur de la psychanalyse, et sa pensée aussi présente un grand intérêt forcément du côté de la reconstruction, parce que ce que la psychanalyse a mis en évidence, c'est une partie des conduites humaines qui font partie qui sont indissociables du caractère humain, mais qui en même temps ne sont pas accessibles par d'autres méthodes que la méthode psychanalytique, ou enfin ne sont pas prises en considération nécessairement par d'autres disciplines euh, psychologiques. Et on parle des conduites inconscientes, autrement dit du fait, comme Freud l'écrivait, que l'humain n'est pas maître chez lui, que le moi n'est pas le maître en sa demeure, et que l'humain est souvent agi par des forces non seulement qu'il ne connaît pas bien, mais qui ont une dynamique euh, irrépressible d'une certaine façon. Autrement dit, je dirais plutôt que la psychanalyse, en ce qu'elle a d'intéressant pour la reconstruction, c'est qu'elle s'intéresse à expliquer de façon rationnelle les comportements qui sont en apparence irrationnels. Pour revenir, et Laplanche est peut-être un des penseurs en psychanalyse, et sûrement un des penseurs en psychanalyse qui est resté le plus près de cette exigence de garder la psychanalyse le plus proche de son objet, c'est-à-dire cet inconscient qui agit euh, indépendamment de toute catégorie des besoins, de la motivation, qui résiste à l'éducation et à la bonne volonté. Quelques repères chronologiques rapidement sur la planche. Vous voyez les dates. Bon, il est décédé en 2012. Et j'ai écrit, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur son œuvre, j'ai écrit quelques-unes de ses principales publications et en ordre chronologique. Parce que, au cas où l'étude de la planche vous intéresserait sur le plan, entre autres, épistémologique, il faut voir, j'ai mis en gras Nouveau fondement pour la psychanalyse, 1987, qui est le point tournant dans son œuvre et qui, je dirais, peut-être en raccourcissant un peu les choses, qui est le début de, je dirais pas de l'hostilité, mais certainement du fait que Laplanche est devenu un penseur psychanalytique moins accepté. Laplanche est un grand commentateur de Freud. Son œuvre s'est basée en débat avec Freud. C'est un grand connaisseur de Freud et tout à partir de, je ne sais pas exactement quelle année, mais il a dirigé la traduction des œuvres complètes de Freud en français. Et en tant que connaisseur de Freud, lecteur de Freud, commentateur de Freud, Laplanche est toujours très apprécié. Mais ce qui lui a valu enfin, selon moi, les, peut-être pas le rejet, mais certainement la mise à l'écart de la communauté psychanalytique, c'est certainement son désir de scientificité de la métapsychologie et son désir de synthèse, c'est-à-dire qu'il a présenté une théorie qui porte un nom, sur laquelle je n'insisterai pas beaucoup aujourd'hui, mais elle s'appelle théorie de la séduction généralisée, et qui représente pour la planche des nouveaux fondements pour la psychanalyse. Alors, donc, si on lit, on voit que les œuvres précédentes, les problématiques sont des œuvres où il discute presque une exégèse critique des œuvres de Freud sur certaines problématiques qui l'ont guidé dans l'élaboration de sa propre théorie. Mais les œuvres qui suivent Nouveau Fondement, en date, là, sont des œuvres qui développent sa propre théorie, la théorie de la séduction généralisée. Alors, dans le milieu psychanalytique, le nom Laplanche est très bien connu, la théorie de la séduction généralisée, très mal. Et les particularités de la théorie de Laplanche, très mal aussi, et de façon générale. Excusez, il y en a qui le connaissent bien aussi, mais il est souvent ramené à certains mots, par exemple,
signifiants énigmatiques ou bon, certaines qui, pris hors contexte, ne donnent pas nécessairement une idée certainement pas de son épistémologie, qui est peut-être la plus grande, enfin, pour moi, qui représente l'intérêt majeur de la planche, de son œuvre. Donc, je vais dire aussi quelques mots sur la psychanalyse contemporaine, quelques précisions, mais je pense que je n'ai pas besoin de trop de clarifier ce que j'avais écrit, psychanalyse et psychologie, mais ça reste important pour s'intéresser à l'œuvre de Laplanche. La psychanalyse, et c'est pas la psychologie, heureusement pour la psychologie d'ailleurs. La psychologie est une science qui porte sur plusieurs aspects. La psychanalyse, Freud la définissait comme un mode d'accès à des processus peu accessibles autrement. Et bon, donc, pour la planche, la délimitation du champ épistémologique de la psychanalyse est essentielle dans, pour pouvoir, pour pouvoir discuter avec les autres disciplines. Donc, je le cite ici, je le dis comme ça en passant, euh, et la partie de la psychanalyse qui était pour Freud une découverte, c'est-à-dire que le symptôme, les actes manqués avaient un sens, le rêve, est peut-être aujourd'hui dans la psychanalyse contemporaine moins mise en évidence. La psychanalyse contemporaine s'intéressant plus, en tout cas certainement en Amérique du Nord, à des questions d'efficacité thérapeutique et se rapproche plus des thérapies existentielles. Ce n'est pas nécessairement le cas en Europe, j'en parlerai tout à l'heure. Bon, alors voici. Donc, une des caractéristiques de la psychanalyse contemporaine, c'est certainement son éclectisme. Et de ce point de vue, on ne peut pas soutenir que la psychanalyse, dans son état actuel, comme discipline, est une discipline qui est nécessairement une alliée, disons, des pensées de la reconstruction. Je dirais plutôt le contraire. Euh, il y règne plutôt un discrédit de la notion de vérité scientifique et de l'évaluation des théories. C'est-à-dire que c'est de mauvais ton de faire comme Laplanche l'a fait dans toute son œuvre, mais il le fait depuis le début, de se demander si une théorie scientifique peut être plus vraie qu'une autre, ou plus valable qu'une autre, et pour quelle raison. Euh, donc, voilà les quelques précisions que je voulais faire sur la psychanalyse contemporaine en rappelant que toujours le point central de la psychanalyse, c'est cette idée que le moi n'est pas maître chez lui. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les humains ont des comportements qui sont le contraire de comportements adaptatifs? Pourquoi ils résistent? Et pourquoi, dans toute existence humaine, les gens ou les personnes répètent euh, des comportements qui leur nuisent? Pourquoi est-ce que les bonnes intentions sont presque très souvent mises en échec? Euh, Avant de passer à la question de la déconstruction en psychanalyse, je vous ai mis ici une toute petite citation de Laplanche, qui, dans un article qui s'intitule À contre-courant, et qui a été publié dans son dernier recueil d'articles sexuels que j'ai cité au début, euh, il, il- Laplanche contribuait à un numéro de la Revue française de psychanalyse en 2001, dans laquelle, qui s'intitulait Courant de la psychanalyse contemporaine. Et il commente le numéro en disant, ce numéro ne peut que proposer une juxtaposition de contributions dans un espace commun. Alors, j'ai voulu lire avec vous cette citation parce qu'elle est très, à mon avis, elle évoque très bien la situation actuelle, peut-être pas seulement en psychanalyse, dans plusieurs disciplines. Alors, il écrit, cependant, il faudra bien aller plus loin que la juxtaposition de contribution. Donc, cependant, il faudra bien aller plus loin, faute de quoi la psychanalyse deviendra un corps mort. Il est urgent de restaurer le débat entre ceux qui veulent débattre. Il est temps que les textes et les thèses se répondent dans une rigueur qui n'exclut pas pour autant la tolérance. Rigueur dans les idées, tolérance pour les autres. Ne voit-on pas bien souvent le contraire, laxisme dans la pensée, mais polémique acerbe et narcissique vis-à-vis des hommes? Voilà. Alors, ça vous donne un peu
Ben, je pense que c'est très représentatif de la pensée de Laplanche. Et je voulais commencer par cette citation et aussi par le titre de l'article qui s'appelle Contre-courant et qui est aussi très représentatif de la pensée de Laplanche. Contre-courant de quoi? Ben, Laplanche s'est énormément opposé à les courants euh, qui relèvent de la déconstruction en psychanalyse. Pour le résumer, moi, j'ai identifié dans d'autres travaux, mais c'est deux formes qu'a prise la déconstruction en psychanalyse. Une forme que j'ai appelée la forme dure, qui est proche du post-structuralisme et qui est incarnée dans les courants qui sont proches du lacanisme et de ses dérivés contextuels. Et une forme inspirée du pragmatisme et de l'interactionnisme, les courants relationnels et intersubjectivistes. Alors, selon les continents, les courants varient, bon, mais les deux, je vais dire un peu en quoi la planche s'est opposée à la déconstruction en psychanalyse. Il l'a fait de façon directe, notamment par ses critiques de Heidegger sur la temporalité et sur l'herméneutique, ainsi que par son projet de conditions postmodernes. Par exemple, l'éclectisme relativiste en psychanalyse ou l'opposition entre savoir et vérité, qui y est très répandue. Il l'a fait aussi de façon encore plus éloquente en proposant une théorie originale, la théorie de la séduction généralisée. Cette théorie entre en débat tant avec Freud qu'avec les post-freudiens sur des points qui ont servi de porte d'entrée à la déconstruction dans cette discipline. La forme de la théorie de Laplanche se pose déjà en adversaire de la déconstruction. Il s'agit d'une théorie générale, systématique, qui recherche les fondements communs aux situations les plus diversifiées. Elle pose comme exigence méthodologique la cohérence interne et l'articulation des concepts. Malheureusement, cette théorie est très mal connue. En effet, même si Laplanche a acquis une notoriété certaine en psychanalyse, tant comme je le disais, sa théorie est méconnue. Elle est souvent présentée d'une façon qui ignore les débats qu'elle soulève avec les autres orientations. Voilà. On peut dire que dans les études littéraires et artistiques, la théorie de Laplanche est un peu mieux connue, mais elle est, euh, elle est cependant sous la forme de plus en la tirant du côté du post-structuralisme. Ce qui rend la chose un peu plus pour compléter ce que je voulais dire sur la déconstruction en psychanalyse, je dirais que la déconstruction en psychanalyse s'est introduite sous deux formes qui correspondent à celles qu'elle prend dans d'autres disciplines des sciences sociales. La forme que j'appelle la forme dure, elle est proche du post-structuralisme, proche du lacanisme et de ses dérivés conceptuels. On y retrouve quoi au juste? Mais on y retrouve la centralité du langage, la glorification de l'inconscient au détriment du moi et de la recherche de sens, un irrationalisme revendiqué qui se manifeste par l'affirmation de mythes originaires et de contenus originaires de l'inconscient, de même qu'une adhésion à la phylogénèse et à la lignée de l'héréditaire. Elle rejette vivement toute idée de projet et d'émancipation. La forme douce se retrouve dans les courants relationnels et intersubjectivistes, comme je le disais. Elle se caractérise par un désintérêt pour la théorie, en particulier pour les instances de la métapsychologie. Elle ne démontre pas de préoccupation pour la spécificité de la psychanalyse, sauf dans ses modalités pratiques, et se concentre sur l'expérience clinique. Son attention porte sur les interactions, le ressenti, l'expérience vécue, le caractère essentiellement subjectif des interprétations qu'en construisent les individus. Elle s'allie volontiers aux sciences cognitives et aux neurosciences pour rendre compte du développement psychologique de la personne et des possibilités thérapeutiques de de la psychanalyse. Cette description est schématique. Pour l'approfondir, il faudrait examiner aussi quels aspects de l'œuvre de Freud ont ouvert la voie à la déconstruction, particulièrement à sa forme dure. Parmi ceux-ci, on peut citer chez Freud la phylogénèse, le recours à l'héréditaire en psychanalyse et ce que Laplanche a appelé aussi le biologisme de la pulsion,
qui se sont graduellement imposées dans la pensée freudienne. On y retrouve aussi une conception du symbolique façonnée par un usage mythique de l'anatomie et des structures familiales du début du XXe siècle. La forme douce de la déconstruction a pour sa part comme précurseur les courants post-freudiens qui ont voulu s'opposer au penchant normatif de la psychanalyse en matière de sexualité et de structure familiale. Ils se sont opposés à la prétention de la psychanalyse à faire passer pour universels des mythes qui rendraient compte de soi-disant contenus originaires de l'inconscient. On peut citer à ce titre le mythe d'Édipe ou celui du père de la horde primitive, étroitement relié à l'importance accordée à la castration comme symbolisme originaire, importance accordée par les courants lacaniens. Ne voyant pas d'autre façon de concevoir la formation de l'inconscient, de même que la définition et le rôle de la sexualité infantile en psychanalyse, les courants intersubjectivistes s'en sont désintéressés et se sont concentrés sur les rapports relationnels et intersubjectifs, laissant de ce fait de côté ce qui faisait la spécificité de la psychanalyse. Hmm. Si je peux retrouver mon... Voilà. Donc, maintenant, pour aborder le cœur de notre sujet, autrement dit, la reconstruction, je vous soumets de façon assez très résumée deux traits et je vous le soumets pour débat, qui, à mon avis, qui devraient caractériser les pensées de la reconstruction. Et ces deux traits, de façon très générale, je les résumerai par les termes rationalisme et humanisme. Alors, dans l'humanisme, j'inclus le refus de la biopolitique et aussi la possibilité que la description de la réalité ou la description scientifique de ce qui existe puisse en même temps comporter une théorie de la transformation, soit par sa jeunesse, soit par sa forme, par sa méthode d'élaboration. Autrement dit, une théorie dialectique, mais ça rejoint le, la question du rationalisme. Excusez, voilà. Alors, pour ce qui est de la planche, bon, je ne vais pas les lire avec vous parce que je vais les prendre un après l'autre. Il y a des traits rationalistes et humanistes dans la pensée de la planche que j'ai résumés dans cette fiche, mais au lieu de les lire, je vais commencer par le premier qui est l'insistance que la planche a mis sur la délimitation du champ épistémologique de la psychanalyse. Voilà. Alors, en résumé, pour la planche, la psychanalyse ne doit jamais devenir un pan-psychanalytisme, c'est-à-dire ne peut pas avoir comme ambition de devenir une psychologie générale ou une psychologie du développement de l'enfant, ou autrement dit, ne peut pas s'appliquer à d'autres choses qu'à son propre objet. Et son objet, mais c'est l'inconscient sexuel. Bon, là, on y reviendra un peu sur la définition de la sexualité. Et pour définir le champ de façon non spéculative, comme le dit Laplanche, le champ épistémologique de la psychanalyse, il écrit celui-ci, son champ, c'est la fantaisie dans ses rapports avec l'excitation. Et pour lui, la ligne qui délimite ce champ, c'est la ligne qui sépare, ou la frontière qui sépare la sexualité de l'autoconservation. L'autoconservation voulant dire toutes les conduites adaptatives, y compris la tendresse, l'amour. La sexualité, en psychanalyse, chez Freud, mais surtout chez Laplanche, parce que Freud a changé sa théorie de la sexualité a changé aussi au cours de son œuvre. Mais chez Laplanche, il réaffirme la primauté de la sexualité infantile. Une sexualité qui n'est pas innée, une sexualité perverse et polymorphe, fondamentalement sadique et masochiste, qui se manifeste par des fantasmes. Des fantasmes qui envahissent l'ensemble des conduites humaines.
Alors, à la suite de Freud, la planche réaffirme que l'objet de la psychanalyse est l'inconscient sexuel, ses dérivés et ses manifestations. Il se fonde sur les découvertes de Freud sur l'inconscient à l'effet que le moi n'est pas maître chez lui et que l'individu humain se sent agi par des forces qui lui apparaissent étrangères. Ces forces échappent aux catégories du besoin et de la motivation, qui sont celles des conduites autoconservatrices. Elles résistent à la bonne volonté et à l'éducation. Sur la sexualité infantile, perverse et polymorphe, la théorie de la planche se distingue de celle de Freud et des autres post-freudiens par sa conception de la formation de l'inconscient. Pour la planche, la sexualité infantile envahit l'ensemble de l'être humain, ses pensées, ses relations, ses interactions sociales, sa sexualité adulte, son rapport au corps, ses réactions physiologiques, ses modes d'apprentissage, etc. Elle n'est reliée ni à la différence des sexes, ni à la reproduction. Cette sexualité est fantasmatique et de ce fait auto-érotique, d'abord masochiste et par la suite sadomasochiste. Elle s'incarne dans des images, des fragments de scènes, des scènes plus ou moins organisées qui excitent et attaquent le moi de l'intérieur. Cette attaque a pour effet de dissocier les affects de la chaîne associative qui leur donne un sens, ne laissant en bout de processus qu'une charge quantitative, un affect de plus en plus déqualifié, qui se manifeste sous la forme de l'angoisse. C'est pourquoi la planche définit la psychanalyse, l'objet de la psychanalyse comme étant la fantaisie dans ses rapports avec l'inconscient. Alors, voilà. Je passe maintenant à l'autre caractéristique. Il y a l'exigence rationaliste de la planche. Après avoir délimité le champ épistémologique de la psychanalyse, il s'agit de l'affirmation du caractère scientifique de la métapsychologie. La planche écrit dans un de ses textes, c'est dans les problématiques, la psychanalyse est une science, dans la mesure où elle vise à formuler des vérités sur son objet. Évidemment, quand la planche, je le dis en aparté, parle de la psychanalyse comme science, il s'agit de la métapsychologie, de la théorie. Il ne s'agit pas de la pratique qui, je dirais, qui qualifierait plutôt comme un art, mais la méthode psychanalytique aussi doit être liée à pour expliquer qui permet de penser que la méthode psychanalytique agit, mais c'est une réflexion métapsychologique sur son déroulement. Euh, on a dit que dans les deux formes de la déconstruction, le statut scientifique de la métapsychologie a mauvaise presse. Pour les courants intersubjectivistes, l'expérience vécue et l'affect ressenti encapsulent la vérité de ce qui se passe en séance. Il s'agit d'une vérité essentiellement subjective dont la théorie n'a pas à rendre compte. En ce qui a trait aux références théoriques, les courants intersubjectivistes, s'appuient principalement sur des théories psychologiques. Par exemple, la théorie de l'attachement, qui pour la planche relève, qui est une théorie fort pertinente, mais qui relève des conduites adaptatives et autoconservatrices, qui portent sur ces conduites, ou sur des éléments empruntés aux neurosciences sans examiner leur lien avec les instances de la métapsychologie. Dans l'autre forme de la déconstruction, celle que j'ai appelée la forme dure, la forme post-structuraliste, l'intérêt pour la métapsychologie se concentre sur l'inconscient, ça il faut dire, mais défini par ailleurs en termes mythiques, relatifs à une sexualité plus ou moins normative. Elle récuse le caractère scientifique, tant de la psychanalyse que de la théorie en psychanalyse. La théorie, selon cette forme, devrait suivre les mouvements et le mode d'expression de l'inconscient qui s'immisce de façon allusive, voire poétique dans la pensée. Son action rendrait dérisoire, voire fallacieuse, toute tentative de rendre compte de son action de façon scientifique. Autrement dit, pour déconstruire la psychanalyse, on utilise l'objet de la psychanalyse lui-même, c'est-à-dire l'inconscient rend impossible une pensée systématique sur son propre objet. Un tel projet s'apprête les fondements même une pensée scientifique sur l'inconscient, s'apprête les fondements même de la découverte psychanalytique, en l'occurrence
selon eux, que la découverte de la psychanalyse, c'est la découverte d'un sujet décendré, toujours opaque à lui-même, chez qui les tentatives de recentrement et de synthèse constituent des manœuvres défensives destinées à maintenir une illusion de maîtrise. Le concept de vérité y est lui aussi discrédité sous la forme d'une sorte de vérité du désir. De la même façon, la recherche du sens y apparaît comme un leurre voué à la méconnaissance. Laplanche a au contraire affirmé et revendiqué le caractère scientifique de la métapsychologie. Pour lui, la psychanalyse est une science, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, dans la mesure où elle vise à formuler des vérités sur son objet. Il convient à cet égard de s'arrêter sur le terme problématique que Laplanche a choisi comme titre des ouvrages où il expose sa recherche. La problématique correspond pour Laplanche à une exigence méthodologique. Cette exigence se situe à l'opposé des procédés de la déconstruction. La problématique exige d'identifier ce qui est semblable dans les questions que soulèvent des problèmes en apparence différents. Elle force à trouver le fil conducteur qui relie ces questions, de sorte qu'il devienne possible de dégager un fondement qui leur soit commun. La problématique n'est ni une description ni une énumération, elle impose une démarche critique qui fait travailler les contradictions tant synchroniques que diachroniques que l'on retrouve dans la façon de traiter les thèmes classiques de la psychanalyse, afin de faire émerger une autre problématique plus épurée. La problématique ou la problématisation permet donc de générer du nouveau. De ce point de vue, la démarche problématique concorde avec les buts de la méthode scientifique. La science ne se contente pas de produire les mêmes résultats, fussent-ils améliorés. Elle vise une connaissance toujours plus approfondie. Le troisième trait important du rationalisme de Laplanche, c'est l'exigence qui s'est imposée de rendre compte de la formation des instances psychiques de façon historique. Et sa théorie porte sur cette exigence. Mais, entre autres, en gros, c'est qu'il s'agit de rejeter des hypothèses qui lient la formation de l'inconscient sexuel à des sources endogènes, soit biologiques, soit mythiques. Alors, oui, les fantasmes originaires, par exemple, qui ont été beaucoup repris, les fantasmes originaires de Freud, le meurtre du père d'Aorde primitive, ou d'autres qui ont été plus populaires dans les années 1960 sur la scène primitive. Pour Laplanche, ces scènes aussi, si ces fantasmes sont toujours d'actualité, ce sont des modes de liaison des attaques inconscientes, mais n'ont pas rien à voir avec ce qu'est avec la formation de l'inconscient sexuel. De la même façon, l'inconscient pour lui n'est pas de source biologique, il provient, mais j'y arriverai, de l'autre, d'un message, lui, déjà compromis par un inconscient qui existe chez l'adulte. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a dans la pensée de Laplanche un refus qu'il y ait des contenus originaires de l'inconscient et un refus aussi des grands complexes de la psychanalyse dite classique. Le complexe d'Édipe, on connaît généralement. Refus, pas tellement en tant que mythe, on peut toujours peut être réutilisé dans le cadre d'une existence individuelle à titre de mythe liant, mais on n'est pas à ce moment-là dans la question de l'inconscient et de la sexualité infantile. Alors, pour rendre compte de la naissance de la sexualité infantile, Laplanche a recours à deux concepts, la situation anthropologique fondamentale et l'hypothèse traductive du refoulement. Et comme le temps est court et je ne voulais pas entrer trop dans la théorie psychanalytique proprement dite, je vais simplement en dire quelques mots, parce qu'ils constituent aussi des exemples de la méthode de Laplanche qui consiste à épurer les situations factuelles et à rechercher ce qui leur est commun dans leur multiplicité. Alors, la situation anthropologique fondamentale, qui est celle où se forme l'inconscient, et là, je le rappelle, il ne s'agit pas d'une théorie psychologique, une théorie génétique qui expliquerait comment du développement de l'enfant. En réalité, il s'agit d'une théorie logique qui explique la formation de l'inconscient sexuel, mais qui explique aussi le mode d'action de la psychanalyse.
Alors, la situation anthropologique fondamentale dans laquelle se forment les instances topiques psychanalytiques, en l'occurrence le moi et l'inconscient, elle décrit la situation d'un petit être humain encore, qui, à ce moment, n'a pas encore d'inconscient. Il s'agissait de l'approche historique de la planche, autant à ce temps, qui n'est pas un temps génétique, là, qui n'est pas datable par l'observation. Cet enfant n'a pas d'inconscient, mais il est forcément en présence d'un adulte ou d'enfants plus âgés qui en ont un. Donc, c'est l'hypothèse de la psychanalyse, que les humains sont habités par cet inconscient qui les agit, donc les personnes qui s'occupent de l'enfant, et ce n'est pas dans une structure familiale rigide, il ne s'agit pas de mère, de père, il s'agit de quelqu'un plus âgé chez qui cet inconscient existe. Donc, dans cette situation, cet enfant dépourvu d'inconscient est en présence d'un adulte ou d'un enfant plus âgé qui en a un. On, on voit tout de suite comment cette description s'éloigne des conceptions normatives ancrées historiquement de la psychanalyse classique relative aux rôles familiaux, à la naturalisation du genre, que l'on retrouve encore extrêmement fréquemment dans les citations psychanalytiques, le féminin avec un grand F, le maternel avec un grand F. En ce qui concerne l'hypothèse traductive du refoulement, c'est que ces personnes qui ont un inconscient sexuel émettent nécessairement des messages. La catégorie du message est centrale chez la planche. Donc, ces messages sont, par définition, envahis par l'inconscient sexuel des adultes. Et par définition, comme il est inconscient, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il s'agit de fantasmes, de pas non conscientes, et pas nécessairement des choses dramatiques. Là. Et c'est, cet enfant est aux prises avec une source externe d'excitation, les messages, qui font l'objet d'une tentative de traduction et de retraduction, bon, par la suite. Mais au moment du refoulement, qui est le premier refoulement, la constitution des instances psychiques, ben, le refoulement, c'est l'échec de la traduction. Le message est traduit, peut-être d'une façon très différente du message original, mais il produit des restes, et ces restes sont coupés de la catégorie du sens et de la signification. Donc, autrement dit, le moi, c'est une forme de circulation du sens et l'inconscient, c'est une attaque contre la formation du sens, etc. Alors, c'est très rapidement dit, mais je reviens en disant que cette théorie de la planche sur la formation des instances psychiques et sur leur mode d'action, elle s'inscrit dans la double tradition rationaliste et humaniste par l'importance qu'il accorde à la nécessité de rendre compte de sa formation de façon, dans une perspective historique, concrète et non métaphysique. L'hypothèse traductive du refoulement décrit la formation de l'inconscient sexuel et du moi comme un processus historique essentiellement humain. Dans la théorie de la planche, ni le moi ni l'inconscient sexuel ne sont constitués dès la naissance, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les théories kleiniennes. Ils ne sont ni mythiques ni biologiques, bien que sur ce dernier point, ils aient bien entendu comme condition nécessaire l'existence préalable d'un être vivant excitable. Alors, loin de tirer leur origine d'une source naturelle, mythique ou métaphysique, le moi et l'inconscient sexuel se constituent dans une situation essentiellement interhumaine. En l'occurrence, la présence auprès d'un enfant qui n'a pas encore d'inconscient sexuel, d'un autre humain qui, lui, est déjà doté d'un inconscient sexuel. Ce dernier émet des messages dits énigmatiques parce qu'eux-mêmes sont compromis par la sexualité infantile de cet adulte. Trois observations s'imposent ici sur la dimension rationaliste de la pensée de la planche. Le processus de formation des instances est historique. Il implique un temps où l'enfant est dépourvu d'inconscience sexuelle. La sexualité infantile ne s'étaye pas sur un processus autoconservatif qui se transformerait, on ne sait trop comment, en un élément sexuel, mais se constitue à partir de la sexualité infantile de l'autre personne.
Autrement dit, ce qui devient sexuel chez l'enfant part d'un matériau qui est déjà sexuel chez l'autre. Et la formation de l'inconscient sexuel est pour la planche un processus de sexualisation et non de sexuation, c'est-à-dire la question de la différence des sexes, et là c'est très différent de Lacan ou de Freud, n'est pas pertinente pour lui. Ça devient pertinent plutôt pour le moi que pour l'inconscient sexuel. Et la sexualisation pour la planche, c'est-à-dire cette attaque sur le sens, est une condition du devenir humain. Cette transformation fantasme, ce, ce qui est une condition du devenir humain, c'est la fantasmatisation, autrement dit, comment une source d'excitation externe devient et est déjà une source d'excitation interne pour l'autre, et le devient aussi chez l'enfant. Et ce processus de sexualisation se concrétise en tant qu'objet de la psychanalyse à partir d'un refoulement individuel. Mais la même chose s'applique au moi. Les contenus tant de l'inconscient que du moi sont individuels. Le moi, finalement, c'est l'auto-théorisation de la personne. C'est son auto-mise en récit, dit Laplanche. Il faut aussi rappeler que l'arsenal de traduction et de liaison est offert à l'enfant par le monde qui l'entoure, familial, social et culturel. Laplanche rejette l'hypothèse de contenu originaire de l'inconscient, tel que la psychanalyse traditionnelle les a décrits en donnant à ces grands mythes un statut premier. Alors, c'était le troisième trait, là, je répète, délimitation du champ épistémologique, le caractère scientifique, maintenant la nécessité de rendre compte de la formation des instances psychiques de façon historique. Et le quatrième qui y est lié, c'est le refus de l'endogénisme. Et je pense que j'ai déjà, euh, par ma description, mis l'accent sur le fait que l'inconscient, du point de vue sexuel, selon Laplanche, l'humain gravite autour de l'autre. Autrement dit, ce qui devient la sexualité infantile de l'enfant, euh, prend sa source dans l'autre, pas dans lui-même, ni pas dans le plus profond soit de l'origine de sa pensée ou de sa biologie ou par la transmission héréditaire de mythes, mais par la sexualité infantile de l'autre. Et comment la catégorie que Laplanche a mis en évidence pour euh, qui est la catégorie centrale de sa théorie de la séduction, c'est la catégorie du message. Et le message, nécessairement, implique l'autre. Ici, pour moi, c'est un point qui, en ce moment, m'intéresse beaucoup et que je n'avais pas beaucoup développé dans mes travaux précédents parce que je le connaissais peu. Et je commence à y travailler de plus en plus. Et la planche, c'est très peu cassiraire. Peut-être, j'ai vu une ou deux mentions en passant, rien de très systématique. Mais il y a une influence. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je pense que Laplanche devait très bien connaître la théorie de Cassirer parce qu'en l'étudiant, on se rend compte que la théorie du message chez Laplanche, c'est rejoint, en fait, c'est la même chose que la primauté, le primat de l'expression chez Cassirer. C'est-à-dire chez Cassirer, si je peux le résumer de cette façon-là, la connaissance de l'autre précède la connaissance de l'objet. Ce qu'on connaît du monde nous vient par l'expressivité, l'expression. Or, et chez Laplanche, c'est exactement la même chose. Pour lui, l'humain ne vit pas d'événements, ne connaît pas le monde sans la médiation du message. Que chez tout humain, et c'est une observation clinique assez qui n'est généralement pas faite sous ces termes, mais ça se vérifie tout à fait dans la clinique, les humains vivent les événements, que ce soit une tempête de neige ou un vol qui leur arrive, comme des messages qui leur sont adressés. Et souvent, dans le processus psychanalytique, le travail consiste à arrêter d'y voir des messages, mais des choses. Il arrive un moment, mais l'attachement à voir un événement comme un message et reste très fort chez l'humain toute sa vie. Et en fait,
ça rend la théorie la catégorie du message rend la théorie de la planche tout à fait spécifique par rapport aux autres théories psychanalytiques, notamment anglo-saxonnes, qui se basent toujours sur des faits de l'enfance, des faits bruts. Alors, pour la planche, le message est inévitable et il est traduit, mais métabolisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir des traductions de messages, imaginer reconstituer le message original. Laplanche a introduit la catégorie du message en psychanalyse. Cette catégorie correspond pour lui à celle de la réalité psychique. Pour Laplanche, la réalité psychique se distingue de la réalité psychologique, qui est une réalité subjective, et de la réalité matérielle. Parce que le message implique nécessairement l'autre, il permet à la psychanalyse de sortir du solipsisme qui, tôt ou tard, s'immisce dans les théories psychanalytiques. Je vais dire quelques mots sur la façon dont la catégorie du message permet à Laplanche de surmonter les dichotomies irrationalistes qui ont été favorables au courant précurseur de la déconstruction en psychanalyse, c'est-à-dire la dichotomie âme-corps et externe-interne et la dichotomie sujet-objet. Pour Laplanche, la dimension constitutive du message, c'est celle de l'adresse. En conséquence, à cause de son adresse, le message implique une matérialité qui est irréductible à la subjectivité de celui qui le reçoit. Le message fait signe, il signifie. Dans l'hypothèse traductive du refoulement, le message provient d'abord de l'autre externe, mais par le fait de l'adresse. Il s'implante dans ce que Laplanche appelle le derme psychophysiologique de l'enfant et devient source d'excitation interne. L'autre externe devient une altérité interne. En ce sens, la catégorie du message chez Laplanche s'éloigne des théories de la communication. Le message, comme fait externe, n'agit qu'une fois médiatisé par la source interne qu'il devient, une fois que le refoulement l'ait transformé en source interne d'excitation. C'est pourquoi Laplanche s'est opposé au recours à l'herméneutique heideggerienne en psychanalyse. Ce que l'enfant a à traduire ne sont pas des situations, mais bien des messages. De plus, l'herméneute n'est pas un individu solipsiste refermé sur lui-même, mais l'enfant qui, dans un rapport asymétrique, interprète un message adressé dont la matérialité vient de l'autre. Et vous voyez les parallèles avec la situation analytique. Elle conduit donc cette catégorie à une position clinique très différente des autres orientations en psychanalyse sur la question de l'interprétation. Dans la théorie de Laplanche, le seul herméneute, c'est l'enfant. Autrement dit, dans la clinique psychanalytique, le seul herméneute, c'est l'analysant, et non pas l'analyste. Ce qui importe dans la clinique psychanalytique, c'est de réouvrir le processus de traduction. Le message ne s'inscrit pas non plus dans une opposition âme-corps. Un message comporte à la fois une dimension expressive et une dimension spirituelle, pour emprunter le terme à Cassirer, une dimension matérielle et une dimension idéale. De la même façon, l'affect, autrement dit ce qui affecte le moi, comporte à la fois une dimension quantitative et une dimension qualitative. Alors, pour Laplanche, le champ épistémologique de la psychanalyse n'est pas délimité par l'opposition entre le corps et l'âme. Sa frontière passe au contraire par la ligne qui sépare la sexualité de l'autoconservation. Et même par une boutade, dans un de ses textes, Laplanche écrit: un mathématicien est tout aussi psychique et somatique quand il résout une équation ou qu'il mange un beefsteak. Donc, la dernière catégorie découle des autres, c'est que dans la catégorie rationaliste chez Laplanche, c'est son refus du subjectivisme, avec l'insistance de la matérialité du message et du fait que par le refoulement, les résidus non traduits sont coupés de la catégorie du sens et de la signification, ils attaquent les tentatives de mise en sens. Et de ce point de vue, la question on ne peut pas réduire la métabolisation du message seulement à une réalité subjective. La matérialité de l'adresse demeure toujours, et demeure comme une inscription.
Donc, ça correspond à la découverte freudienne de l'inconscient qui agit comme un corps étranger, comme quelque chose qui est plus fort que la personne elle-même. Donc, je vais juste regarder ici. Alors, les forces en jeu dans le conflit psychique n'ont, selon la planche, rien de supra-humain. Elles ne sont pas non plus naturelles. Elles ne prennent pas leur source dans les profondeurs de la vie, mais dans la situation de l'être humain doté d'un corps excitable, plongé d'emblée dans un monde sémiotique qui le précède, et entouré d'adultes et d'enfants plus âgés dont il dépend et qui lui adressent des messages, tant dans le cadre des soins qu'il reçoit que de multiples interactions avec des individus particuliers. J'ai déjà mentionné ces éléments en parlant de la perspective humaniste et rationaliste qui fonde la conception théorique de la planche, pour insister sur le rôle central que joue le sens, la mise en récit, dans ses rapports avec l'excitation corporelle la mise en récit, finalement, c'est la vie affective. Bon, mais je vais passer un peu ça. Voilà. Alors, parce que je vois le temps qui passe et je ne voudrais pas faire trop de... Donc, bon, pour résumer, les messages excitants, notamment par leur adresse qui fait signe, sont énigmatiques et appellent une traduction qui laisse des restes. Ces restes, exclus du registre du sens et de la communication, se font connaître sur le mode de l'attaque. Ils attaquent le sens, plus précisément le sens qui s'établit par le lien entre l'affect en tant qu'énergie excitante et un contenu représentatif. Ce sens, sous la forme de l'autothéorisation stabilisante que constitue le moi, est voué à se défendre contre ces attaques excitantes qui risquent de le déborder. Ce débordement se fait connaître sous la forme de l'angoisse, forme déqualifiée de l'affect. Elles mettent en cause deux principes, le principe de liaison, autrement dit, la qualification de l'affect, le lien entre l'affect et la représentation, et les formes de déliaison qui travaillent en sens contraire, le long de chaînes associatives qui correspondent, comme nous l'avons déjà dit, à la circulation soit du sens, soit du non-sens, si une telle expression a du sens. La théorie de la planche donne une place déterminante au sens et à l'interprétation. Elle décrit l'humain comme un herméneute toujours à la recherche de sens, en l'occurrence d'une auto-historisation et d'une auto-théorisation de soi. Ce qui m'amène aux dernières remarques sur la centralité du sens et de l'interprétation dans la théorie de la planche. L'humanisme de la théorie de la pensée de la planche implique l'exigence de rendre compte de la transformation, et plus particulièrement des possibilités de transformation qu'offre le processus analytique. La transformation doit elle aussi s'expliquer par des raisons humaines. La conception historique de la formation des instances psychiques lui permet d'arriver à ce résultat. Ce qui se construit par l'humain peut aussi être changé par l'humain. Il ne s'agit pas d'une théorie simpliste. Plusieurs conditions sont nécessaires pour réouvrir le processus de traduction et donner la place à des traductions plus englobantes et plus libres. La théorie de la pratique de la planche est très minutieuse à cet égard. Comme je l'ai souligné, la notion d'énergie est centrale chez la planche et dans le contexte de l'hypothèse traductive du refoulement, n'est pas sans rappeler l'énergétique du signe dont parle François Rastier ou l'énergie de création des formes symboliques de Cassirer. La théorie psychanalytique de la planche est une théorie de la transformation. L'énergie de déliaison ne représente pas du tout une valeur négative. Elle constitue au contraire le moteur de la transformation. L'action thérapeutique de la psychanalyse s'appuie d'ailleurs sur cette énergie pour mettre en place des conditions de possibilité d'une détraduction. Cette étape est préalable à la formation d'une retraduction plus riche et moins dépensée. Pour conclure, j'ai voulu présenter ces quelques points sur la pensée de la planche pour mettre en évidence quelques principes de la reconstruction en psychanalyse. Il ne s'agit pas d'un exercice abstrait. La théorie de la planche permet de faire le pont avec les autres sciences de la culture parce qu'elle permet d'ouvrir sur le champ social d'une façon scientifique
en intégrant la dimension auto-érotique et masochiste de l'humain qui envahit l'ensemble de ses activités. Elle permet de penser un être humain dont on n'occulte pas la dimension conformiste, dont on n'occulte pas non plus l'attrait pour le pouvoir et la domination, et dont on reconnaît qu'il peut être plus désireux de répondre à quelqu'un que de répondre de ses actes. C'est la théorie de l'inconscient chez Laplanche. La théorie de la séduction généralisée de Laplanche décrit ainsi un humain capable de se transformer. Elle ouvre pour une pensée de l'émancipation. Voilà, je vous remercie. C'est ce que